Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois M. Hugues Gendre, qui est président de l'association Aviation sans frontières. Bonjour, M. Gendre. Bonsoir, monsieur. C'était une mode à une certaine époque de parler de sans frontières au niveau des associations? Je ne sais pas si c'était une mode, parce qu'il y a 30 ans, je n'étais pas présent. Et effectivement, ces associations sans frontières sont très nombreuses. Et je ne sais pas qui en a lancé l'idée. Elle est sans frontières chez nous naturellement, puisque l'avion s'affranchit des frontières et que c'est autour de l'avion que s'est construite notre association. D'accord. Et quel est le fond d'activité de Aviation sans frontières? Eh bien, Aviation sans frontières, c'est une association à vocation humanitaire qui s'est construite grâce à des bénévoles, en général en provenance de l'aérien, du transport aérien ou de l'industrie aéronautique, et qui ont décidé de mettre leurs compétences au service de l'aide de ceux qui sont dans le besoin. D'accord. Est-ce qu'on peut, si je caricature, mais là c'est vraiment à très gros traits, en disant que vous intervenez dans des zones sinistrées? Nous intervenons dans des zones qui sont des zones dans lesquelles les gens souffrent, sinistrés pas nécessairement, puisque je vais prendre un exemple, nous avons actuellement 2 avions qui volent en République démocratique du Congo. C'est un pays qui est en train de se reconstruire et dans lequel beaucoup de zones sont enclavées. Et l'avion apporte énormément de bienfaits puisqu'il permet d'amener les associations humanitaires, les ONG, au plus proche de ceux qui sont dans le besoin. Donc nous participons au désenclavement du pays. Et quelle est la philosophie qui a sous-tendu la création d'Aviation sans frontières? Eh bien, c'est d'apporter des compétences qui sont relativement rares. C'est une association qui a donc été créée par des pilotes qui se sont mis au service des besoins qui avaient lieu à cette époque-là, d'ailleurs, au Zaïre, à cette époque, au Biafra, et qui se sont mis au service des associations qui ne pouvaient pas apporter leur aide localement et qui ont donc piloté des avions pour les assister. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que le champ d'activité, est-ce que le mode d'intervention, il reste l'avion, mais est-ce que ça évolue avec le temps? Est-ce que vous êtes adapté à la conjoncture internationale? Eh bien, nous avons diversifié nos activités, puisque, comme je vous l'indiquais, nous faisons voler des avions en République démocratique du Congo, mais nous faisons également des accompagnements d'enfants. Nous allons chercher des enfants en situation d'urgence médicale dans le monde entier, mais principalement en Afrique, pour les amener en France où ils subissent des interventions chirurgicales qui les ramènent à la vie, puisque bien souvent il s'agit d'interventions au niveau cardiaque. Des malformations cardiaques. Des malformations cardiaques. Après quoi? Après une période de convalescence en France, ou d'ailleurs dans les pays limitrophes, eh bien nous les ramenons à leur famille, dans leur pays. Donc là, dans ces conditions, nous utilisons aussi l'avion. Nous accompagnons, grâce aux avions de ligne, ces enfants pour qu'ils puissent être sauvés de leur maladie, de leurs difficultés. Et comment on crée une association du monde aérien et on réussit à avoir quand même des bénévoles qui ne viennent pas forcément de ce domaine pour la faire vivre? Alors, il y a plusieurs choses. Les bénévoles, nous les recrutons, si j'ose dire, principalement dans le monde de l'aérien, puisqu'ils apportent une compétence qui est liée à notre cœur d'activité. Après cela, il y a tous ceux qui aiment l'avion, qui aiment l'aérien, et qui constituent le pôle de nos donateurs. Ce sont les gens qui nous amènent des ressources. Et vous arrivez aujourd'hui à l'autosuffisance parce que généralement, avec les associations, le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours assez de contributions à la fois des membres et même des bailleurs de fonds, qu'ils soient gouvernementaux ou multilatéraux. Les besoins étant immenses, les ressources ne sont jamais suffisantes. Toutefois, nous arrivons à équilibrer notre activité parce que nous avons à la fois de petits donateurs, mais nous profitons aussi de l'aide des grands bailleurs de fonds, le Programme alimentaire mondial par exemple, qui finance l'exploitation de nos avions en République démocratique du Congo. Donc nous utilisons toutes les ressources qui sont à notre portée pour faire fonctionner l'association. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous regardez avec du recul, l'association a une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Quand vous regardez avec du recul, est-ce que vous avez l'impression que le monde se porte au mieux ou qu'il y a une nécessité pour vous de vous adapter par rapport à sa progression pour apporter des réponses plus proches des besoins de la population?
Comme nous sommes essentiellement des prestataires de services, principalement au bénéfice des grandes ONG, nous nous adaptons à leurs besoins. Nous nous adaptons à leurs besoins qui ont évolué avec le temps. Il y a eu une professionnalisation du monde de l'humanitaire à laquelle nous n'échappons pas. Parce que d'une part, les exigences de ces grandes ONG sont plus grandes en matière de sécurité des vols, en matière de régularité des moyens mis à leur disposition, d'efficacité. Donc il y a une adaptation constante qui va avec le progrès technique de notre domaine, en fait. Et vous êtes sensible aux victimes de cette politique migratoire où on estime que la France et l'Europe, de façon générale, sont devenues une forteresse pour les personnes venant surtout du Sud et des pays africains en l'occurrence. Sensible, je dirais qu'à titre individuel, nous le sommes naturellement. Chacun a un positionnement par rapport à ces difficultés. Ceci étant, nous sommes essentiellement une association qui apporte ses capacités et ses compétences au service de grands programmes qui sont des programmes mondiaux. Je parlais donc du programme alimentaire mondial, par exemple. Je vous posais la question par rapport au cas du transport, par exemple, d'enfants victimes de malformations cardiaques quand ils doivent entrer en France, par exemple. Est-ce que vous êtes en but à ces lois qui rendent souvent l'entrée? Non, très honnêtement, il n'y a pas de difficulté. Nous sommes soumis aux formalités administratives, demande de visa, des choses comme ça, mais il n'y a pas fondamentalement de difficulté, puisque le processus est bien rodé. En fait, c'est une chaîne. Il y a sur place des médecins qui indiquent les enfants qui doivent être secourus, compte tenu de leur état. Nous assurons le transport, nous remettons ces enfants à des familles d'accueil, puis ensuite il y a des équipes de chirurgiens qui, eux, également bénévoles, les opèrent, et on a le processus inverse pour les ramener dans leur famille. Donc il n'y a pas d'obstacle sur ce plan-là. L'obstacle est essentiellement financier parce que ça coûte relativement cher. D'accord. Non, c'est ce que je voulais vraiment entendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'intervention, qu'elle soit humanitaire ou pas, et de relations entre l'Europe et l'Afrique, la première chose que l'on voit, c'est les lois régissant l'immigration. Mais si vous n'en êtes pas victime et que vos activités n'en pâtissent pas, victime, oui. Et si vos activités n'en pâtissent pas, c'est tant mieux. Oui. Et aujourd'hui, au-delà de cela, est-ce que l'Afrique, quel est le pourcentage, selon vous, d'activités orientées vers le continent africain au niveau de votre association? Sur nos activités qui se portent au-delà de nos frontières, je dirais que c'est 80% de notre activité qui concerne l'Afrique, puisque les avions, nous les faisons voler en Afrique, que les accompagnements d'enfants visent à amener de 70 à 80% d'enfants en provenance de l'Afrique. Après, il s'agit d'activités. Nous avons deux autres activités, même trois autres. Une de messagerie médicale, mais qui consiste à envoyer également des médicaments essentiellement encore vers l'Afrique. Et les deux dernières activités sont des activités hexagonales. Nous faisons voler des enfants handicapés pour leur donner un peu de lumière dans leur vie souvent douloureuse. Et nous formons des jeunes qui sont en difficulté d'intégration au métier de l'aviation. Nous leur faisons une présentation de métiers qui sont souvent passionnants et qui peuvent créer l'étincelle qui va les amener à mieux s'intégrer dans leur vie, dans la vie sociale et professionnelle. D'accord. Et aujourd'hui, toujours dans le sillage de ce que vous décrivez, est-ce qu'il est possible d'envisager qu'un particulier ou une association qui se trouve en dehors de France vous sollicite en disant, voilà, on a un cahier de charges à vous proposer. Comment se fait la jonction entre le client, si je peux l'exprimer ainsi, et vous? En fait, ceux avec lesquels nous travaillons sont essentiellement des ONG ou des associations. Mais elle doit avoir ce monde est un monde relativement restreint, disons que ceux qui occupent une certaine surface. Donc en fait, nous nous connaissons. Et comme nous sommes quasiment les seuls sur ce créneau, les associations se tournent naturellement vers nous dès lors qu'elles ont des besoins, que ce soit de transport, de matériel ou d'accompagnement d'enfants, ou encore sur d'autres programmes plus importants, en particulier de désenclavement. Nous sommes également présents parce que nous sommes connus. Est-ce que vous intervenez dans le Sahel, par exemple, quand il s'agit de bombarder les nuages pour avoir de la pluie? Non, notre activité aérienne vise exclusivement à transporter des personnels des ONG, des médecins, des infirmiers ou des gens qui travaillent pour le développement et qui travaillent dans le cadre des Nations Unies.
D'accord. En dehors de cela, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui vous souhaiter en tant qu'à la fois organisation non gouvernementale et association, tout simplement? Bien évidemment, des moyens d'agir, donc des ressources. Peut-être plus de facilité. Dans un certain nombre de pays, ça n'est pas toujours facile de travailler. Il y a des contraintes administratives qui peuvent être assez nombreuses, alors que nous sommes là pour aider les populations de ces pays. Et puis, plus encore de bénévoles, parce que la force du bénévolat, c'est qu'elle permet de faire plus, si j'ose dire, avec moins. C'est-à-dire que les gens n'étant pas rémunérés, avec un même volume de ressources, nous faisons beaucoup plus qu'une activité qui serait réalisée par des personnels salariés, rémunérés, qui ont un coût, évidemment, relativement important. Et vos rapports avec l'Union africaine, avec les pays africains de façon générale? On sait que la gestion des pays en situation de conflit ou post-conflit est l'un des axes de travail les plus importants de l'Union africaine. Est-ce qu'elle vous associe à ce type de démarche-là? Alors, nos relations avec les autorités des pays africains sont parfois assez paradoxales, parce qu'il y a un accueil qui est bon, voire excellent, au plus haut niveau des autorités. Et après, parfois, nous pouvons être confrontés à des difficultés avec les administrations localement. Ceci étant, on ne constate pas d'obstacle à notre action. Il y a un travail d'explication qui est à faire parce que tout le monde ne perçoit pas nécessairement exactement quel est notre rôle. Mais globalement, l'accueil est excellent de la part des autorités. Est-ce qu'il y a de la méfiance de leur part? Est-ce qu'ils se disent on ne comprend pas trop pourquoi vous êtes là, ni... Est-ce qu'il y a ce type de méfiance-là à l'égard de votre organisation? Non, parce que compte tenu du travail que nous faisons, donc essentiellement transporter des gens qui font de l'aide humanitaire ou éventuellement faire des évacuations sanitaires quand on a des urgences pour lesquelles nous sommes appelés, assez rapidement, la connaissance qu'a la population et les autorités locales de notre rôle fait que les difficultés sont aplanies pour autant qu'il y en ait. Merci beaucoup, Monsieur Hugues Gendre. À moins que vous ayez un dernier mot à la fois en direction de nos téléspectateurs et de vos partenaires sur le terrain. Non, je crois que vous m'avez fait dire l'essentiel. Bien, ben, ça a été un plaisir dans tous les cas de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir intervenir, puisque ça contribue d'une part à notre notoriété, donc ce sont des ressources potentielles qui nous sont offertes, et puis à l'accueil, puisque là on parle... Vous émettez sur quelle région d'Afrique? C'est sur l'ensemble du continent, et puis au-delà, nous émettons sur le satellite, donc c'est une zone assez large d'audience. Merci encore d'être venu. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.